Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième soirée de l'Université de la Vie d'Alliance Vita, édition 2018. Nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux. Vous êtes plus de 7000 à suivre cette Université de la Vie 13e édition, consacrée cette année au temps. Que faire du temps? C'est la troisième soirée, une première soirée. Quel est notre rapport au temps aujourd'hui dans notre société? Une deuxième soirée, être présent. Et ce soir, nous allons prendre du temps. Se donner le temps, c'est le thème de cette troisième soirée. Je vous rappelle la couleur particulière de cette Université de la Vie, cette année, avec la révision des lois de bioéthique à la fin de l'année et les états généraux de bioéthique qui ont commencé il y a maintenant 2 semaines. Voilà, vous voyez s'afficher toujours les villes et également les pays dans lesquels se déroule cette Université de la Vie en visioconférence. Vous avez également quelques photos qui vont s'afficher, voilà, de quelques villes dans lesquelles nous sommes présents en visioconférence. Voilà, on a quelques exemples: Valence, Bayonne, Bruxelles, Bordeaux, etc. Et vous remarquez que Châlons-en-Champagne et Chalon-sur-Saône ne s'écrivent pas pareil. J'ai appris ça à cette occasion-là. Nous poursuivons notre réflexion sur cette question du temps. Que faire du temps? Défi bioéthique, défi d'écologie humaine. Et ce soir, comme je vous l'ai dit, la question de prendre son temps, se donner le temps, se donner du temps, c'est autant ralentir que prendre du recul. Nous verrons ces deux aspects. Et pour commencer, j'aimerais que nous prenions justement le temps de revenir sur les questions que nous vous avons envoyées cette semaine, qui vont apparaître. La première question, voilà, nous avons fait un nuage de mots pour vous montrer, voilà, quels étaient les mots les plus importants, la personne auprès de laquelle j'aimerais me rendre plus présent. Vous voyez de manière assez évidente la famille qui prédomine, avec donc le champ lexical de la famille, famille, épouse, enfant, époux, on voit également conjoint, mais également un champ lexical, donc ça c'est vraiment les personnes qui nous sont proches. Donc il y a quelque chose de très révélateur de ce bien précieux qu'est pour nous, qu'est pour vous, la famille. Mais on voit également, on peut remettre le nuage de mots, on voit également apparaître voilà, tout ce qui est personnes âgées, grands-parents, personnes en souffrance, les mourants, les jeunes, les voisins, également les migrants, qui sont peut-être des personnes qui nous sont plus éloignées, alors pas forcément géographiquement, nos voisins nous sont proches géographiquement, mais peuvent être très éloignés. Donc on voit ce souci également des personnes qui peuvent être dans le besoin. La deuxième question qui va apparaître, c'est cette question de ce dont vous êtes prêt à renoncer pour être plus présent. Et on voit de manière très évidente le téléphone, Internet ensuite, les écrans, loisirs. En tout cas, ces 3 mots, enfin même avec ordinateur et réseau, tout le champ lexical de cette société écranique dont parle Tugdual. À quoi je pourrais donc renoncer pour me rendre plus présent? Eh bien, on voit de manière très manifeste le mobile, Internet, tout le temps qu'on passe, qu'on perd, point d'interrogation, sur Internet. Et on voit donc ce double mouvement entre ce désir de me rendre à la fois plus proche de ma famille, on l'a vu dans la question 1, également des personnes dans le besoin, et ce besoin de faire de l'espace, en particulier avec Internet et plus largement la société écranique. Et de manière peut-être un peu moins évidente, on l'a vu dans le nuage de mots, cette société, alors on a vu travail et loisirs, donc cette société qui à la fois est une société de loisirs et également une société très axée sur l'efficacité et le travail. Donc on voit ce double mouvement contre lequel on aimerait quelque part lutter, en tout cas nous rendre plus disponibles. Je fais un petit focus, et j'ai oublié de le prendre,
sur votre carnet du participant. On nous a demandé de bien le remettre en valeur. C'est un véritable trésor, cet outil. C'est beaucoup de travail pour Vita derrière. On a beaucoup travaillé pour l'élaborer. Profitez-en. Je vous demande en particulier d'être attentif au dossier pour approfondir. Cette semaine, il est page 55. C'est plusieurs pages où on vous propose donc un dossier pour approfondir, cette semaine sur la PMA, la GPA notamment, également sur la liberté de conscience, et des petits exercices juste avant la semaine suivante, l'exercice qu'on vous invite à faire chez vous. Nous sommes donc à cette troisième soirée de l'Université de la vie d'Alliance Vita, se donner le temps, prendre du temps, et pour introduire cette soirée, je vous demande d'accueillir Caroline Roux. Caroline Roux, donc, qui est déléguée générale adjointe d'Alliance Vita et directrice de Vita International. Le temps et la vie, Caroline, c'est à vous. Bonsoir à tous. Ce qui caractérise la vie humaine, c'est qu'elle évolue dans un temps qui est compté entre deux extrêmes. D'abord de la conception pour atteindre la naissance jusqu'à la mort qui intervient à plus ou moins brève échéance. Je vais d'abord évoquer avec vous ce soir des caractéristiques du temps qui permettent à la vie humaine de se déployer, puis examiner comment la technique peut modifier le rapport de l'humanité au temps. D'abord, le temps se conjugue. C'est le b.a.-ba de la grammaire. Le temps est à la fois personnel et collectif. La notion du temps est personnelle et différente suivant chacun et évolue suivant les périodes de la vie. Le temps du bébé n'est pas celui des parents, celui du malade n'est pas le même que celui des soignants. Et le grand défi de la relation à l'autre, c'est justement de s'adapter au temps des autres. Et pour vivre et se respecter, nous conjuguons nos temps. Le temps est rythmé. C'est vrai pour la nature, avec les saisons, la nature qui se déploie, puis se met au repos, puis rejaillit l'année suivante. Nos corps humains sont eux-mêmes biorhythmés. Et d'ailleurs, le prix Nobel de médecine a été attribué à une équipe américaine en 2017 qui travaillait justement sur la régulation de l'horloge biologique. Et ils nous disent, ces scientifiques, qu'en moyenne, depuis 1900, nous avons perdu 1 à 2 heures de sommeil, ce qui a des conséquences avec l'exposition à l'électricité, et ce qui a des conséquences non seulement sur le repos, mais sur tout notre système, le système cardiovasculaire, digestif, immunitaire, sur les performances cognitives. Et ces scientifiques nous mettent en garde par rapport à l'exposition des ordinateurs ou aux écrans portables, dont la lumière particulière peut perturber l'endormissement. Les femmes sont particulièrement conscientes de l'horloge biologique avec des temps de fécondité intermittents et limités au cours de la vie. Contrairement aux autres créatures, ce qui caractérise le temps du petit homme, c'est à la fois sa grande fragilité, mais aussi son extrême dépendance et sa formidable puissance en devenir. Il va se développer sur un temps long, contrairement aux espèces animales, temps qui s'inscrit dans une unité de relation qui démarre par l'union des corps de ses parents pour le concevoir, puis ensuite pour l'accueillir, l'accompagner dans son développement. Unité qui va favoriser la bienveillance dans le temps. D'abord pendant 9 mois dans le ventre maternel, et nous ne cessons de découvrir la richesse de toutes les interactions de l'enfant avec celle qui le porte, et si forte d'ailleurs que les scientifiques ont découvert que son patrimoine génétique était même modelé par ces relations et ces interactions. La naissance s'inscrit dans un continuum, et d'ailleurs aujourd'hui on va favoriser au moment de la naissance des relations très fortes avec la mère par le pot à pot pour accompagner cette séparation, continuum qui va ensuite se prolonger avec ses parents dans la famille. Ce continuum de relations dans le temps est clé pour construire son identité. Le regain d'intérêt à la généalogie est un signe du besoin des humains de pouvoir s'inscrire dans une unité de continuité. Le temps s'inscrit aussi dans nos corps, rides, cheveux blancs, fatigue. Nous déployons énergie, subterfuge pour cacher les signes du temps. Je sais de quoi je parle.
Mais attention, sans imprégnation du temps, nous n'aurions pas de mémoire indispensable pour conduire nos vies. Temps aussi nécessaire à la maturation sexuelle des garçons et des filles dans leur corps, mais aussi dans leur psychisme. Temps qui peut être troublé, on le sait aujourd'hui, par l'exposition d'enfants très précocement à la pornographie, dont les spécialistes considèrent que émotionnellement équivalent à une agression sexuelle. Les expériences traumatisantes peuvent se figer dans nos corps, figer nos émotions et défier le temps. Le souvenir peut ressurgir à notre insu, spécialement quand on n'a pas pris le temps de les accueillir et de les exprimer. On le constate dans notre service SOS Bébé, à propos notamment de certains avortements, de fausses couches ou même d'attouchements sexuels dans la jeunesse. Comment la technique, maintenant, peut modifier le rapport de l'humanité au temps ? Alors, je vais vous proposer 2 focus qui sont 2 mutations majeures en lien avec la réflexion des États généraux de la bioéthique. Premier focus, nous assistons à une mutation historique avec l'allongement de l'espérance de vie. En un siècle, hommes et femmes ont gagné en moyenne 25 ans de vie supplémentaires grâce au progrès technique, à la médecine et à l'hygiène. C'est un fait positif avec également des conséquences plus complexes à gérer. Jusqu'à 4 générations peuvent coexister sur un assez long laps de temps, ce qui demande d'adapter la société au vieillissement, à la dépendance, qui est un grand chantier en France et aussi dans toutes les sociétés occidentales. L'enquête annuelle de la Fondation de France alerte sur la croissance de la solitude des personnes âgées qui explose après 75 ans. Et les auteurs de cette étude expliquent que les réseaux de soins étant de plus en plus efficaces, eh bien, on vieillit de plus en plus et proportionnellement de plus en plus seul. Effritement du lien intergénérationnel, ils sont 41% au-delà de 75 ans à avoir peu ou pas de relations avec leurs propres enfants. Et les auteurs expliquent, tout va vite. Les enfants vivent dans une société, il faut toujours être plus performant. Pour eux, les parents sont largués et ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Alors ce n'est qu'une partie du problème de la solitude, mais cela doit nous faire prendre conscience de l'euthanasie sociale qui se déploie sournoisement dans nos sociétés. Quel est le sens de vivre plus longtemps si c'est pour ne pas avoir de relations ? Dans ce contexte, l'annonce de robots qui pourraient remplacer la présence humaine auprès des personnes âgées doit nous faire réfléchir. Est-ce que l'intelligence artificielle, qui peut être bénéfique, bien sûr, peut remplacer l'intelligence du cœur et les liens humains ? Ça doit guider nos réflexions dans les débats qui s'annoncent dans les États généraux de la bioéthique. Autre défi, alors que les douleurs physiques sont de mieux en mieux soulagées avec des techniques de plus en plus pointues et spécialement en fin de vie, le défi est l'accompagnement des souffrances psychiques existentielles avec la tentation de maîtriser l'heure de sa mort, comme on le voit en Belgique ou en Hollande, des pays qui ont légalisé l'euthanasie depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, sont en débat dans ces pays des revendications d'euthanasie pour des personnes dépressives ou fatiguées de vivre après 70 ans. Tout ça doit nous inviter à prendre du recul alors que les États généraux entendent ouvrir un débat sur l'assistance au suicide, alors qu'en fin de vie, les enjeux véritables sont vraiment ailleurs. Deuxième focus, c'est sur les techniques d'assistance médicale à la procréation et la manière dont elles impactent la procréation et la grossesse en éclatant véritablement le processus de procréation. Alors, souvent en France, on parle de PMA, mais qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi parle-t-on ? 2 techniques principales, l'insémination artificielle, où un médecin va introduire directement le sperme du conjoint qui aura été prélevé et pour le mettre dans l'utérus de la femme ou celui d'un donneur, puisque c'est autorisé en France depuis 1994. Et puis la deuxième technique, fécondation in vitro, ou une technique par laquelle on va rapprocher en dehors du corps de la femme, in vitro, spermatozoïdes et ovocytes qui ont été prélevés préalablement, et que ce soit du couple ou des donneurs masculins ou féminins. Pour s'assurer des meilleures chances de succès, cette technique étant éprouvante physiquement, mais aussi psychiquement pour la femme, mais aussi pour l'homme, le couple, plusieurs ovocytes vont être prélevés, ce qui nécessite
une stimulation ovarienne, puis une anesthésie pour le prélèvement d'ovocytes, ce qui n'est pas sans conséquence pour la santé des femmes. Et puis, ces ovocytes obtenus vont être fécondés pour obtenir des embryons. Là, il va y avoir un premier tri d'embryons et on va garder uniquement ceux qui ont les meilleurs signes de développement. Les autres sont détruits. Dans la majorité des cas, on va réimplanter 1 voire 2 embryons. Et puis, les embryons qui restent, qui sont jugés sains, vont être congelés. Et c'est ainsi que des couples, aujourd'hui, ont 2, 3, 4, 5, 6 embryons congelés sans avoir toujours bien anticipé cette situation. Conséquence en France, nous avons un stock de plus de 220 000 embryons congelés, dont un tiers n'a plus de projet parental. Donc ça veut dire qu'ils vont être soit détruits, soit donnés à un autre couple, ou à leur recherche, puisque c'est autorisé depuis la révision des lois de bioéthique de 2004. Alors ces processus créent des disjonctions dans le temps et dans l'espace, et je retiens ce terme du Comité national d'éthique français, qu'il a retenu pour souligner les questions éthiques qui se posent à chaque étape de cet éclatement. Disjonction entre sexualité et procréation, le médecin va se substituer à la relation sexuelle pour obtenir les gamètes qui vont être séparés du corps, puis des biologistes vont effectuer la fécondation destinée à obtenir des embryons hors du corps féminin. Et c'est ainsi que l'embryon, qui a été protégé pendant des millénaires dans l'enceinte maternelle, est devenu à portée de main, manipulable, avec des questions éthiques majeures. Disjonction entre procréation et gestation. En cas de fécondation in vitro, avec don d'ovocytes, l'embryon peut être transféré dans un utérus autre que la femme qui a donné ses ovocytes. De là est née d'ailleurs la revendication de gestation par autrui, aujourd'hui interdite en France, qui introduirait une disjonction majeure supplémentaire pour la mère et pour l'enfant, qui seraient séparés à la naissance, et en rompant ce continuum de relations. Maternité éclatée entre une donneuse d'ovocytes, une mère porteuse, une mère commanditaire qui va éduquer l'enfant, ou pas de mère ensuite pour éduquer si c'est une demande d'homme. Disjonction entre la personne et les éléments de son corps, le fait de séparer les gamètes ovocytes et sperme du corps, eux qui sont porteurs d'hérédité d'un point de vue génétique, conduit à priver délibérément les enfants de leurs origines, en tout cas d'une partie, et d'une partie de leur généalogie, s'il y a donneur. Actuellement, des enfants nés dans des couples qui sont composés d'un homme et d'une femme réclament l'accès à leurs origines. Va-t-on lever l'anonymat du don de gamètes ? C'est une question. En matière de don de gamètes, c'est l'anonymat qui prévaut. La législation française, en fait, s'est alignée très injustement sur le don d'organes ou le don de sang, alors que les gamètes sont très particuliers parce que, justement, porteurs de cette hérédité. L'annonce en décembre 2017 qu'un Français de 34 ans, né d'insémination avec donneur, a retrouvé son géniteur par un simple test génétique auprès d'une société américaine qui gère des méga bases de données, ces big data de santé, risque de faire voler le système en éclats. Avec la PMA pour toutes, pour des femmes seules ou en couple de même sexe, s'ajoute une autre réalité, l'enfant ainsi conçu et délibérément privé d'une présence maternelle. Autant dire que le principe de précaution s'impose. Disjonction dans le temps aussi avec la congélation des gamètes et des embryons, aujourd'hui en débat, et la possibilité pour des femmes jeunes de pouvoir congeler leurs ovocytes par convenance pour s'assurer d'avoir des enfants plus tard. Le comité d'éthique français a donné un avis négatif en disant que prélever des ovocytes jeunes à une femme jeune qui serait intégrée après leur fécondation dans un corps qui aurait vieilli ne donne aucune assurance de poursuivre une grossesse. Et il préconise d'ailleurs de mieux informer les hommes et les femmes sur les temps de la fertilité et demande aussi de développer des politiques sociales qui permettent aux femmes jeunes de pouvoir concilier, entrer dans la vie professionnelle et maternité, ce qu'on demande à Vita depuis des années. Il faut savoir que le retard de la maternité est une des causes premières du recours à la PMA. Grand écart également avec la congélation des embryons, leur développement est stoppé, figé, et ces discontinuités peuvent aller potentiellement jusqu'à sauter une génération, comme on l'a vu récemment aux États-Unis, avec une femme qui a mis au monde un enfant qui avait été conçu 24 ans auparavant, quelques mois avant sa propre naissance, après sa propre naissance.
Disjonction aussi, enfin, avec la transmission génétique et entre transmission génétique et filiation qui provoque un brouillage biologique et juridique pour les enfants. Des débats ont eu lieu en 1994 au moment où on a voté les premières lois de bioéthique sur ces enjeux et la procréation artificielle a été autorisée malgré les risques encourus en invoquant la souffrance et le désir des couples dans un cadre très strict, c'est voulu strict, pour des raisons thérapeutiques, infertilité médicalement constatée, et puis sur un modèle qui colle à la procréation naturelle, un homme, une femme vivant en âge de procréer. Le grand basculement qui s'annonce avec des revendications hors indication thérapeutique, c'est l'ouverture d'un droit à l'enfant et à un marché de la procréation, qu'il soit ultralibéral ou étatisé, donc soit un trafic ou des réquisitions de stocks de gamètes et d'embryons, voire de femmes pour leur utérus. Plus profondément, nous sommes confrontés au paradoxe d'une technique qui entend résoudre des problèmes d'infertilité en rompant ce processus continuum de procréation. Elle ne vise pas à restaurer la fertilité, et par là à la soigner, ce qui est le rôle et l'essence même de la médecine. Et bien des couples nous confient que leur désir profond est de pouvoir procréer de manière autonome. Alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas de remettre en cause la vie des enfants qui sont nés par ces techniques, mais de prendre du recul et pour qu'elles ne soient pas absolutisées et parce qu'elle tend aujourd'hui à détourner des recherches sur les vraies causes de l'infertilité, des manières de pouvoir la prévenir et aussi des thérapies pour restaurer la fertilité. Des approches plus naturelles existent à partir de l'observation du corps et des rythmes, et je pense aux naprotechnologies, mais elles ne sont pas actuellement soutenues par la recherche publique. En conclusion, quelle société voulons-nous pour demain ? Et c'est la question qui est posée dans les États généraux de la bioéthique, question officielle. Prendre du recul par rapport à la finalité de la technique en exerçant notre responsabilité morale, mais aussi notre discernement personnel et collectif pour les orienter est devenu vital aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup, Caroline Roux, pour votre intervention. On est vraiment là ce soir pour prendre le temps de discerner, déjà de recevoir ces interventions, mais également d'avoir quelques clés pour discerner. Moi, je retiens trois éléments de cette intervention de Caroline. La première chose, c'est que nous avons perdu à peu près un siècle entre 1 à 2 heures de sommeil. Personnellement, moi, ça me parle en tout cas. 41% de nos aînés, des plus de 75 ans, ont peu ou pas de contact avec leurs enfants. 41%. Et enfin, que faire, et ça c'est une véritable question, même si ce n'est pas la seule, mais que faire des 120 000 embryons congelés ? Voilà, c'est une véritable question de société. Que voulons-nous comme société pour aujourd'hui et pour demain ? Je vous propose maintenant d'accueillir un philosophe qui va nous parler du temps et de la mort. Je vous propose d'accueillir Martin Stephens. Merci Martin d'être présent parmi nous ce soir. Merci. Vous êtes philosophe, conférencier, professeur de philosophie en classe préparatoire à Metz. Vous êtes également auteur du Petit traité de la joie en 2013 et l'année dernière, 2017, l'éternité reçue, le temps et la mort. Martin, c'est à vous. En effet, le temps et la mort. Ces deux termes réunis m'évoquent personnellement la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu participer à l'un de ces jeux télévisés dans lequel il s'agit de répondre plus vite que les autres, en appuyant sur un champignon, à des questions de culture générale. Non seulement parce que ma culture générale ressemble précisément à un champignon, ce que vous trouvez dans la forêt après le passage d'une limace, c'est-à-dire qu'elle est complètement trouée, mais parce que je redoute plus que tout le moment où celui qui est parvenu à éliminer les autres candidats devra répondre à une ultime question sous la pression de l'implacable compte à rebours. Vous connaissez ça, des bips froids et réguliers
vont ponctuer les hésitations du candidat. Terrible moment qui, pour moi, est l'image de notre humanité soumise au temps qui passe et qui presse chacun de répondre à une question dont on ignore souvent si on l'a bien comprise. Avant que mon temps soit écoulé, saurais-je en effet qui je suis et quel est le sens de la vie ? Et si, comme ce candidat, je ne parvenais pas à répondre à temps ? Et si, comme lui, je perdais un temps précieux à balbutier des fausses réponses ou à suivre des mauvaises pistes ? Et puis finalement, à quoi bon tous ces efforts ? Car, comme le dit le poète, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Telle est, à mon avis, la contradiction qui naît de la confrontation de ces deux mots que je propose à votre réflexion, le temps et la mort. D'un côté, la mort fait de notre vie une question urgente. De l'autre, elle rend la réponse à cette question plus difficile que jamais. Car qui peut bien réfléchir sous la pression d'un compte à rebours ? Le temps et la mort, ces deux termes nous prennent en étau. Ils nous oppressent et nous compriment, ils nous compriment et nous oppressent, bref. Le temps précipite vers la mort et la mort précipite vers le temps. Pas le temps de nous demander si l'on a bien fait, un jour nous sommes faits et il faut se rendre. Alors les sagesses humaines ont bien essayé d'apprivoiser la mort, pour rassurer son disciple Lucilius, qui craint d'avoir un jour à mourir, le sage stoïcien Sénèque prenait justement l'image d'un décompte. La vie est une clepsydre ou un sablier, nous dit-il. Chaque année, chaque jour, chaque heure est un petit grain qui passe de l'être au néant. Pourquoi donc, demande le sage Sénèque, t'affliges-tu d'avoir un jour à faire ce que tu fais depuis toujours ? Car tu ne le sais peut-être pas, mais depuis ta naissance, eh bien c'est chaque jour que tu meurs. Et pourtant, l'image du sablier, l'image de la clepsydre ou du compte à rebours, cette image convient-elle vraiment au temps de la vie ? Notre vie n'est-elle que l'ensemble des secondes qui nous séparent de ce qui un jour nous privera de la vie ? La vie n'est-elle pas aussi, grâce au temps qui passe et grâce à la mort, un progressif rendez-vous de l'homme avec ce qu'il y a de plus beau en lui ? Contre Sénèque, il faut d'abord reconnaître que la vie n'est pas une perte continue. Non, quand vous prenez le petit enfant, il va non pas perdre, mais d'abord prendre forme dans le ventre de sa mère. Il va y prendre force. Et quand il naît, il en prend plein la vue, et nous aussi. Non, la vie n'est pas une perte continue. De récentes études ont montré que jusqu'à 60 ans largement révolus, le cerveau crée de nouveaux neurones et que sa plasticité est telle qu'on apprend sans cesse de nouvelles choses et qu'on intègre jusqu'à la fin de nouveaux savoirs. La vie n'est pas une perte continuelle, car par elle on prend forme, on prend force, et en elle, eh bien, on prend femme, mari, travail, décision et engagement. Cette prise de possession de la vie par chacun s'accompagne, il est vrai, de pertes diverses, douloureuses ou consenties. Avoir un enfant, par exemple, c'est aussi savoir et espérer qu'un jour, on lui cédera la place. Avoir un enfant, c'est désirer mourir avant lui. De même, dans la vie, toute prise de risque va s'accompagner d'une perte d'assurance. Prendre sa vie en main, c'est souvent lâcher le confort de la vie d'avant. Et on ne se laisse pas sculpter par les événements et les épreuves de notre vie sans laisser tomber à ses pieds des pans entiers de l'homme que l'on croyait être et qu'en fait on n'est pas. Vieillir enfin. Et oui, vieillir, c'est peu à peu céder le pouvoir qu'on avait sur le monde. Vieillir, c'est perdre, c'est-à-dire confier le monde à ceux qui, demain, à notre place, vont en assumer la responsabilité. Cela est intéressant, c'est comme si le progressif absentement, notre progressif absentement, murmurait à ceux qui vont suivre « Après vous, je vous en prie ». Ainsi donc, le temps ne doit pas être conçu de l'extérieur,
comme une horloge qui tourne, imperturbable, ou comme un sablier qui s'écoule. Le temps doit être perçu de l'intérieur comme le déploiement d'une vie qui a sa logique propre. La vie de l'homme vivant commence par un grand et par un beau « me voici », et elle finit par un non moins beau « après vous ». Or justement, aimer, n'est-ce pas cela ? Aimer, n'est-ce pas s'offrir à la vie en disant « me voici ». Mais aimer, n'est-ce pas aussi s'ouvrir aux autres en leur murmurant dans chacun de nos actes « après toi ». Aimer, c'est vivre, mais c'est aussi se réjouir de la venue d'autres vivants, c'est prendre plaisir à leur joie, c'est prendre parti pour ce que seront leurs défis. On voit alors se dessiner un lien étonnant entre l'amour et le consentement à mourir. La mort, en effet, est comme une politesse métaphysique. Elle est comme un après-vous que nous portons dans les fibres de notre être. Elle est cette limite interne à ma vie qui m'indique que ma vie est ultimement un don reçu à la naissance et qu'il faut recevoir sans hésiter, mais un don à faire aussi, puisque la mort m'enseigne finalement qu'on ne peut rien garder. De toute façon, à quoi ressemblerait une vie qui refuserait absolument de céder la place ? À quoi ressemblerait cette vie que nous proposent certaines de nos évolutions technologiques ? Que se passerait-il si la promesse transhumaniste de l'immortalité était tenue ? À quoi ressemblerait, autrement dit, une vie qui serait privée de sa mort ? Cela, vous pouvez le savoir en ouvrant Le Petit Prince. Le Petit Prince raconte à l'aviateur comment il inspecte sa planète chaque matin pour éviter que ne viennent y pousser les baobabs. Souvenez-vous, car les baobabs ne savent justement faire que cela, pousser le plus possible. Aussi leur ombre cache-t-elle le soleil à toute autre forme de vie, et leurs racines finissent par assécher la terre. Et si la planète est trop petite, dit le Petit Prince, les baobabs la font éclater. La leçon de cela, c'est que, à ne vouloir faire que grandir, on rend finalement toute chose petite. Eh bien nous ne voulons pas ressembler aux baobabs. La mort, c'est vrai, donne à la vie sa limite, mais cette limite a la forme de l'amour. Cette limite a la forme d'un silencieux « après vous ». La mort donne forme à cette magnifique force qu'est la vie. Et le temps, c'est peut-être cela. Le temps entre les deux, la vie et la mort, le temps, c'est l'espace qui nous est laissé pour arpenter le mystère d'une vie qu'on ne reçoit pleinement qu'à condition de ne pas la posséder. C'est pourquoi le temps de la vieillesse est beaucoup plus que la fin d'un décompte. Le mystère d'une vie qui se donne et se retire. Le mystère d'une vie qui n'est vivante qu'à consentir finalement à ne pas prendre toute la place. Ce mystère-là, le temps de la fin de vie, en est la méditation, j'ai envie de dire, vivante et incarnée. Mais alors ce temps de la fin de vie, a-t-on intérêt à l'interrompre ? On voudrait, par des directives anticipées, faire de la mort un projet comme les autres. On voudrait, par la médicalisation de la mort, avoir l'emprise sur son temps. Mais le temps de la mort n'est pas moins mystérieux que la vie à laquelle il appartient pleinement. Et le temps qu'on prend pour dire au revoir à sa vie n'est pas moins précieux que celui qu'on prend pour dire bienvenue au petit enfant. Ne sont-ils pas d'ailleurs, personnes en fin de vie et petit enfant, pareillement confiés à notre soin, à notre patience, à notre écoute, à notre impuissance parfois ? Ne nous confient-ils pas eux-mêmes, par leur seule présence, à une dimension autre que celle de la toute-maîtrise, à cette dimension, vous savez, qui donne profondeur à notre vie. Quand on ne peut rien faire que veiller l'enfant qui dort ou veiller l'homme qui meurt, nous nous éveillons souvent à l'essentiel qui, sous l'empressement des jours, passait inaperçu. Le temps de la mort a donc sa densité propre. Il est celui de crises profondes, il est celui de pardons inattendus, il est celui de réconciliations inespérées parfois.
Et il n'y a pour le circonscrire, ce temps, ou pour le traverser, aucune méthode. Il n'y a qu'à prendre le temps. Dans le livre de la pauvreté et de la mort, le poète Rainer Maria Rilke parle des hommes pressés de nos villes, des hommes que nous sommes peut-être chacun de nous tous en passe de devenir. Et il écrit ceci à leur sujet. Leur propre mort, dit-il, pente en eux comme un fruit aigre, vert et qui ne mûrit pas. Et puis, juste après, Rainer Maria Rilke compose une prière étonnante. Il dit ceci. « Ô mon Dieu, donne à chacun sa propre mort. Donne à chacun une mort engendrée de sa propre vie, de cette vie où chacun connut l'amour et la misère. Car, ajoute Rainer Maria Rilke, car nous ne sommes que l'écorce, que la feuille, mais le fruit qui est au centre de tout, c'est la grande mort que chacun porte en soi. » Je reviens à mon jeu télévisé auquel je n'ai jamais participé. Un dernier bip, vous savez, celui qui est plus aigu que les autres, va indiquer enfin au candidat qu'il doit donner sa réponse, qu'il doit livrer, comme dirait l'autre, son dernier mot. Ce dernier mot, chacun a le sien, je crois, mais il est peut-être un mot que nous avons tous en commun. C'est celui auquel la mort, doucement, chaque jour, lentement, nous convie. C'est cette présence urgente et paisible à la fois, parce que parfaitement offerte, c'est cette présence les uns aux côtés des autres. Ce dernier mot, c'est cette invitation à la fois pressante et quotidienne à vivre pleinement et jusqu'au bout, cette très étonnante aventure de la vie. Ce dernier mot, c'est celui qui, au cœur de la vie, ouvre au cœur de cette vie, au cœur de notre quotidien, ouvre une porte pour l'éternité. Et ce mot, étrangement, ressemble tant à la mort. Ce mot, c'est l'amour. Je vous remercie. Merci beaucoup Martin Stephens pour cette riche intervention. Je vous propose quelques phrases que j'ai glanées. La mort fait de notre vie une question urgente. La vie n'est pas une perte continue. Et enfin, cette proposition je l'ai prise comme ça, de veiller l'enfant qui dort et l'homme qui meurt. Voilà, sur ces deux premières interventions, je vous propose de prendre quelques instants pour faire un peu le point, prendre le temps de goûter à ce qui a été dit, et nous enchaînerons avec un témoignage. À tout de suite. Comme chaque soirée, nous avons un témoignage de quelques minutes d'un bénévole ou d'un professionnel qui vient nous partager son expérience du temps. Ce soir, c'est Marie qui est médecin généraliste et qui nous partage son expérience d'écoute dans son métier. L'exercice de vous dire en peu de temps comment je prends mon temps. Mais je prends mon temps doucement. Les gens qui me connaissent diront que je dis souvent cela doucement. Parce qu'en fait, dans mon métier de médecin généraliste, mon temps est au service de la santé des patients. Donc, j'offre un espace de temps avec une grande liberté. J'aborde toujours les consultations avec un esprit nouveau, curieux et alerte. Et dans cet espace, les gens me confient leurs questions auxquelles j'essaie de répondre. Et quand les gens ont
plusieurs questions. J'essaye de les ordonner, mais par exemple, un patient qui me dirait qu'il a 3 choses à me demander, je vais peut-être l'inciter, si c'est possible, à aller directement vers la 3e, qui sera sans doute la chose la plus importante, le sujet le plus intime, voire le plus coûteux. Ça me fait penser par exemple à un exemple, une jeune femme qui était venue me voir, qui avait pas mal de petites demandes, mais rien de trop compliqué à résoudre. Et elle avait 2 jeunes enfants, vraiment jeunes, peut-être 6 mois et 2 ans. Et au moment où la consultation se terminait, après avoir répondu aux diverses petites choses, elle était rhabillée. Moi, j'avais la main sur la poignée de consultation pour lui dire au revoir. Et là, elle m'a fait la demande d'un test de grossesse. Et donc, j'ai eu le choix de ou répondre à sa demande et que nous nous quittions, ou bien de recommencer une consultation pour acter le fait que cette demande était très licite et avait son poids de question. Et effectivement, ça nous a permis à toutes les deux de décortiquer pourquoi elle était dans une attitude un petit peu de déni et qu'est-ce qu'elle avait besoin de revisiter pour accueillir cette nouvelle grossesse, alors que les fêtes de Noël allaient arriver, il y avait la pression familiale et peut-être le culte de l'enfant. Elle était un peu, pas encore tout à fait à accueillir cette nouvelle grossesse, elle était encore un peu bloquée. Et voilà, ce temps donné nous a permis à toutes les deux, à moi de lui permettre de prendre ce temps-là. Et finalement, quelques temps plus tard, j'ai reçu un petit mot très gentil qui m'a fait réaliser qu'il avait été bon pour elle de prendre ce temps pour redémarrer l'accueil de cette petite vie à un niveau différent. Donc quand on m'a demandé si je pouvais parler de mon temps, j'ai failli dire que je n'avais pas le temps. Mais en réalité, je souhaite continuer à donner de mon temps, à prendre mon temps et à donner l'occasion aux autres aussi de prendre leur temps. Voilà, je pense que c'est un beau cadeau à se faire. En un mot, vous l'aurez, je pense, retenu doucement. Voilà, et pour continuer notre soirée, comme chaque semaine, le décodeur bioéthique, et ce soir, le docteur Xavier Mirabel. Bonsoir docteur, bienvenue à l'Université de la Vie. Bonsoir. Vous êtes docteur cancérologue à Lille. Oui. Vous avez été président d'Alliance Vita entre 2002 et 2014. Vous êtes aujourd'hui conseiller médical d'Alliance Vita. Et ce soir, vous nous parlez du temps et plus précisément de prendre le temps de la réflexion. Xavier Mirabel. Jingle. Pour bien agir, il faut agir à propos, disait Montaigne. Pour bien prendre soin, il faut agir à propos. Et les soignants peuvent se demander si parfois ils sont dans le bon tempo, si au contraire ils sont toujours à côté de leur pompe. Quand on est soignant, on pourrait être tenté à toute première vue d'agir selon les critères physiques, radiologiques, biologiques, etc. Et nous le savons tous, évidemment, ça ne permet souvent pas d'obtenir l'efficacité souhaitée parce que la temporalité de la personne face à nous n'est pas prise en compte. En médecine, il est vraiment essentiel de laisser du temps. Et on pourrait prendre des milliers d'exemples, certains évidents. On laisse mûrir l'abcès, ou on patiente le temps que l'antidépresseur fasse son effet. On attend que l'immunothérapie soit efficace dans le traitement du cancer. Depuis des décennies, des médecins ont découvert la chronothérapie permettant d'administrer des médicaments de façon plus efficace quand on choisit de façon optimale les moments d'administration dans la journée. Donc attendre le temps opportun, le moment favorable pour dire et pour agir, c'est sans doute une évidence. En médecine, il faut aussi dire, il faut parler et il faut annoncer des nouvelles qui parfois sont des mauvaises nouvelles. Nous le savons bien, il n'y a pas de bonne façon d'annoncer des mauvaises nouvelles, mais il y en a de moins mauvaises que d'autres. Et sur cette question aussi, la question de la temporalité est certainement centrale.
Et au fond, dans la capacité d'annoncer et dans la capacité pour la personne en face de moi de recevoir, l'enjeu du temps et du temps opportun, du moment bien choisi, est crucial. Plus prosaïquement, les soignants sont sous pression permanente, on ne parle que de ça à la télé, etc. On n'a plus assez de médecins, c'est une catastrophe, tout est très urgent, ça ne va pas, on attend trop, enfin bon, c'est épouvantable. Les soignants doivent lutter contre la productivité, contre la procédure, contre le cadre administratif, contre le temps gestionnaire et comptable. Et là aussi, c'est un enjeu qui n'est pas mince et qui rejoint sans doute profondément l'éthique du soin. En médecine, la question de l'incertitude est centrale. Le médecin travaille avec l'incertitude et la question du temps est un des éléments primordiaux de cette incertitude, justement. Regardons du côté des personnes soignées et des souffrants. Le temps, là non plus, ça va jamais comme il faut. Ça va trop vite. J'ai pas le temps de comprendre, je n'ai pas le temps de faire mon chemin, je n'ai pas le temps de faire le deuil que j'ai à faire. Et on m'impose des décisions par urgence. Comment est-ce que c'est reformulé, ça, en général ? C'est reformulé en disant on ne m'a pas écouté, on ne m'a pas donné d'explication, on ne m'a rien dit. Pourquoi ? Parce que le temps n'a pas permis à la compréhension, à la parole de faire leur chemin. Parfois, quand on est souffrant, ça dure trop et ça dure trop longtemps. Trop de temps à vivre, trop de temps à souffrir, désespéré par l'épreuve passée et l'épreuve à venir. Cette souffrance qui parfois doit durer des mois, des années, voire des décennies, et qui s'avère alors insupportable. On pense là aux maladies neurologiques et à ces personnes qui se projettent dans un avenir difficile et qui voient sans tellement d'échappatoire un temps parfois très long qui se présente devant elles. Soignants et soignés, en tout cas, n'ont pas la même perception du temps. Dans certains cas, il est plutôt dilaté, dans d'autres rétréci. Ça ne marche pas forcément ensemble, c'est assez compliqué. Le soignant est dans un temps contraint et le soigné dans un temps qui dure et qui éprouve, dans l'attente, dans la contemplation, dans l'angoisse, dans la croissance aussi. On peut faire le parallèle avec les proches et les aidants. Le temps qui dure, il éprouve la solidarité. Facile de rendre visite 2 fois à ce proche souffrant ou malade. Plus compliqué quand il nous est demandé d'être présent pendant 5, 10 ou 20 ans. Plus difficile. Se projeter dans le temps long, c'est terrifiant pour les aidants. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que le monde médical et puis la société dans son ensemble tentent de développer des situations de répit. Hospitalisation de répit, hôpital de jour de répit pour les accompagnants de personnes souffrant de maladies d'Alzheimer, par exemple. Cette lutte contre l'épuisement, contre l'exténuement des personnes est centrale. Voilà, en tout cas, prendre soin, c'est réellement un art du temps. En fin de vie, c'est encore plus évident sans doute. Lorsque le temps qui reste à vivre est très limité, lorsque on fait le constat de l'échec des thérapeutiques actives face à la maladie, comment habiter le temps qui reste au fond ? Comment vivre ce temps qui reste ? C'est vraiment essentiel pour que les réponses techniques ne contredisent pas les souhaits, la psychologie, le rythme, la temporalité du patient. Et puis donner du temps supplémentaire ne résout rien tant que ce temps n'est pas un temps déployé, habité par de l'accompagnement. Ça n'aurait aucun sens. Accompagner, c'est s'adapter pas à pas à la personne malade et non pas lui imposer un cadre, et en particulier un cadre temporel qui serait décalé par rapport à ses attentes. Il faut donc du temps pour cheminer, pour accepter, pour consentir, pour faire son deuil, pour dépasser la révolte, la colère, le déni. Il faut le temps de la maturation, de l'acceptation, du pardon reçu et donné, de la réconciliation. Et bien sûr, apparaissent des tensions si le temps du malade n'est pas celui de la maladie et n'est pas celui de ses proches. Le temps de l'agonie aussi est parfois long, parfois tellement long. Et il questionne le malade, il questionne les soignants. Le deuil anticipé que certains font, et pourquoi n'est-il pas encore mort ? On avait tout préparé, on était prêt, on attendait. Et puis cette tentation d'abréger et de provoquer la mort parce que c'est trop long, et c'est insupportable. Et qu'à partir du moment où on a accepté, on a envie de passer à l'acte. Je me remémore une amie que j'ai visitée très régulièrement ces derniers mois avant son décès. Et pratiquement à chaque rencontre, à chaque visite, elle nous disait « à chaque jour suffit sa peine ».
Et cette recette tellement profonde et tellement vraie de vivre au jour le jour est sans doute autour des enjeux de fin de vie essentiels. En tout cas, comment nous synchroniser, soignants et soignés, nous harmoniser? Par l'écoute de la parole, mais aussi l'écoute des gestes, l'écoute des mimiques, l'écoute du visage, et puis l'intuition que le moment est venu pour parler ou pour agir ou pour cesser. En tout cas, cette intuition qui ne s'apprend que par la formation, par l'expérience, ça ne s'écrit pas dans des bouquins. En tout cas, le temps de la fin de vie peut être un temps consolateur, un temps qui fait grandir et un temps de deuil plein de vie si on sait trouver le bon moment. L'éthique médicale a besoin est profondément reliée au temps. Caroline nous en a donné quelques exemples. Quelques autres, lorsque j'ai fait mes études de médecine, vous me direz, il y a comme bien longtemps maintenant, en tout cas on parlait d'infertilité. Pour parler d'infertilité, il fallait 2 ans de rapports réguliers et fréquents. Aujourd'hui, sans doute, la définition est-elle bien différente quand on voit le recours aux techniques de procréation médicalement assistée. La question du temps, découverte par Jérôme Lejeune de la cause de la trisomie 21, on n'a pas encore trouvé la solution thérapeutique à cette maladie. Il faudra peut-être des décennies. Par contre, la réponse en termes d'interruption médicale de grossesse, elle est instantanée, quoi. Elle est venue à l'idée immédiatement. Et on voit bien là aussi le décalage finalement et cette question du temps qui nous... on sent bien qu'elle est cruciale dans cette affaire. En médecine prédictive, quelle difficulté lorsque la médecine, avec ces techniques d'aujourd'hui, permet de prédire, de voir, d'annoncer une maladie qui surviendra peut-être dans 2, 5, 10, 15 ou 20 ans, là aussi. Et quelle difficulté pour les personnes de se projeter dans cet avenir qui est prédit par la médecine, qui malheureusement souvent ne se trompe pas trop dans ses prédictions. La question du temps, elle est centrale pour l'arrêt de soins disproportionnés. Quand est-ce qu'ils deviennent disproportionnés, ces soins? Lorsqu'ils durent trop, parfois. Et ça va être un critère, là aussi, de réflexion. Vous voyez, pour peser, comment est-ce qu'on va pouvoir discerner si telle pratique, telle réanimation, telle ventilation, au fond, est raisonnable ou devient déraisonnable? Sans doute, l'enjeu du temps va être un élément clé de discernement. Autour de la sédation, les recommandations de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs nous rappellent que son but est de laisser le temps aux symptômes de perdre son caractère réfractaire. Qu'il faut attendre l'efficacité d'un traitement qui soulage le symptôme et que la sédation peut aider pour cela. Que la tolérance aux symptômes peut être meilleure après cette période de repos provoquée par la sédation. Et donc, on voit le lien très étroit, finalement, entre la temporalité de l'action et puis cette question éthique si sensible aujourd'hui, parce que certains voudraient abuser de la sédation, qui est pourtant une pratique médicale raisonnable quand elle est bien utilisée. L'urgence aussi pourrait tout justifier. Attention à la manipulation par l'urgence, manipulation autour de l'interruption de grossesse. Combien de jeunes femmes, on leur dit mais c'est très très pressé, il faut vite vous décider, vous ne pouvez pas attendre. Autour de l'interruption médicale de grossesse, mais votre enfant souffre, il faut faire vite, il faut agir, vous ne pouvez pas prendre encore conseil. Pression du temps manipulateur, chantage odieux, quoi. Il est temps de conclure, me dit-on. Il s'agit au fond d'accueillir nos vulnérabilités et nos limites, et pour le soignant, mes vulnérabilités et mes limites, c'est quoi? C'est mon impatience, ma culture de la rapidité, de l'efficacité, de la production de soins. Pour les médecins dans le système libéral, ça peut être aussi pour certains des enjeux financiers. On est à la recherche du bon timing et le temps opportun va se révéler par l'intuition, par la délibération collective entre soignants, parents et familles, et surtout par l'écoute des paroles, mais aussi des gestes, des mimiques, du visage, qui permet de discerner, ressentir le moment opportun. Médecine et éthique biomédicale sont un art du temps, tant qu'il s'agit de donner et de se donner, de construire et d'habiter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Xavier Mirabel, docteur Xavier Mirabel. Voilà, il y a vraiment ces critères d'intuition, de discernement et de prendre conseil. Ce sont les conseils que nous propose Xavier Mirabel également. Prendre soin, c'est un art du temps. Je vous propose maintenant de prendre quelques minutes de pause. On va vraiment prendre le temps et une pause en silence, un petit moment de solitude pour répondre à ces 2 questions qui vont s'afficher sur les écrans, ces fameux écrans.
de la société écranique. Voilà, ces questions qui vont arriver à l'écran. Se donner le temps de la réflexion. Une première question. À l'occasion de quelle rencontre récente avez-vous ressenti un décalage de temporalité avec votre interlocuteur? Et une deuxième question. Quel enseignement cela vous a-t-il apporté pour essayer de mieux vous ajuster à l'autre? Voilà, on prend quelques minutes de réflexion en silence. Voilà, je vous propose de continuer votre réflexion chez vous, toujours avec votre carnet par exemple. Je vous rappelle que vous pourrez écrire vos questions auxquelles les intervenants pourront répondre lors de la table ronde, avec les papiers que vous distribueront et que vous distribuent les bénévoles d'Alliance Vita. Vous avez également sur vos fauteuils, vous avez reçu les directives anticipées publiées par Alliance Vita. Je vous invite à les lire et en particulier à remplir ces directives anticipées. Nous en parlerons un peu plus longuement à l'occasion. Nous allons maintenant passer au moment du témoignage, du grand témoignage, avec ce soir un témoin tout particulier. Il s'agit de Filippo Zodi Borgo, que vous devez sans doute connaître. Il a inspiré l'histoire du film Les Intouchables. En 1993, Philippe a 42 ans, il est directeur délégué des Champagnes Pommery et il fait une chute de parapente qui le laisse tétraplégique. Ça fait donc depuis 1993. Cette chute, il en parle dans un ouvrage qui s'appelle « Le second souffle ». Et avec Abdel, son, entre guillemets, diable gardien, qui sera du coup, avec lequel il sera, duquel il va témoigner dans ce livre-là et qui sera à l'origine donc du film Intouchable. Philippe est très investi dans le monde associatif, notamment auprès de l'association Simone Sirène, auprès des personnes porteuses de handicap assez lourds. Il prend également position sur les questions de société dans un ouvrage récent, Toi et moi, j'y crois. Il a été interviewé dans cette vidéo que nous allons voir par Tugdual Derville, chez lui au Maroc. Nous les écoutons tous les deux. Philippe, merci beaucoup de m'avoir accueilli, aussi pour tous ceux qui vont partager cet entretien, avec Radija qui nous a délicieusement accueillis aussi. Philippe, qu'est-ce qui a pu changer dans ton rapport au temps avec l'accident qui a maintenant 25 ans je crois et qui a quand même transformé bien sûr considérablement ton existence? Est-ce que tu y as réfléchi dans les 2 nuits qui viennent de s'écouler? J'ai eu l'occasion en 25 ans d'immobilité, oui, de m'apercevoir que mon rapport au temps avait quelque peu changé. Et comme le dit Radija, elle passe beaucoup de temps à courir derrière le temps. Et il faut croire que beaucoup de véhicules font ça parce que je faisais la même chose. Je passais mon temps à courir après un temps trop rare. Et j'avais toujours dans ma tête un calendrier. Donc je n'étais jamais à jour. Depuis que je suis allongé, c'est tout le temps. Et pourtant, tu as un peu du temps assez chargé, j'ai l'impression, avec beaucoup de sollicitations, non? Oui, mais
Il n'y a pas d'impératif d'abord. Et puis, j'allais dire, mes nuits sont assez blanches. Et donc, j'ai beaucoup de temps la nuit. Et c'est délicieux d'avoir une nuit blanche, parce que vous goûtez le temps qui passe très très lentement, justement. C'est vrai que parfois la nuit est douloureuse, et que cette douleur peut faire une parenthèse pour le temps. C'est-à-dire que je n'existe presque plus, parce que je suis un peu ailleurs. Donc là, c'est un peu l'extrême. Alors pourtant, la nuit est dite délicieuse. Et délicieuse paradoxe. quand on arrive à se soulager, ou peut-être quand le temps donne à la souffrance un peu l'espace, tout d'un coup d'être conscient dans un silence absolu. Et dans l'immobilité qui me caractérise, et avec le silence en plus, il y a une espèce de libération. Et la respiration se fait mieux. Mais il se passe quoi alors dans le cœur dans un cœur qui réfléchit peut-être ou qui écoute, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se La première passe? chose qui se passe, c'est une conscience d'exister. Parce que vous croyez que vous existez parce que vous courez. Et en fait, je crois qu'on peut passer sa vie à courir et rater sa vie. Peut-être ne pas vivre. Dans cette immobilité silencieuse et parfois soulagée, j'ai une intense impression d'exister, de goûter le moment, presque de goûter la respiration, l'air qui passe à travers moi. C'est quand même la vie, hein, le souffle de vie. Et donc d'exister physiologiquement, parfois un peu neurologiquement et un peu trop douloureusement neurologiquement, mais d'avoir une consistance. Dans le mot consistance, il y a le mot temps, mais j'oublierai le reste. Il y a une question que je me posais. J'ai l'impression qu'en tout cas, pendant tout le temps où tu as fait énormément de conférences, beaucoup de gens sont venus vers toi et au fond t'ont confié des choses. Est-ce que tu as compris pourquoi? Pourquoi un homme qui est immobile et par ailleurs souffrant d'une douleur réelle, peut-être continue, je ne sais pas, et s'est rendu disponible à la souffrance des autres? Ça m'a frappé moi aussi, parce que ce qui me caractérisait dans mes 42 premières années d'agitation et de bruit, c'est que je ne rencontrais pas les gens. Parce qu'il est très difficile de rentrer en relation avec quelqu'un si vous êtes en mouvement et s'il lui bouge aussi, et si vous n'êtes pas dans la même direction, alors là c'est quasiment impossible. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les gens viennent à moi? Tout simplement parce que je ne bouge pas. Je suis disponible. Comme dirait l'autre, je peux pas. Le tétra, vous le trouvez là où vous l'avez laissé. Il est facile à trouver. Donc cette disponibilité qui est une demande de beaucoup de gens. Ils en profitent parce que je suis là. Et ça prouve la demande de lien que les gens ont et que notre société a, et à laquelle nous ne répondons pas puisque nous bougeons. Première chose, c'est de s'arrêter pour être disponible. Et la deuxième chose, c'est de fermer sa gueule. Ça va être difficile pour nous aujourd'hui, mais la réalité, c'est que je ne parle pas. Les gens viennent me parler. Et donc le silence et l'immobilité est un facteur de relation, curieusement. Alors si tous les deux on se met à être silencieux et immobile, on ne va pas dire grand-chose. Et si, il se passe beaucoup de choses, même sans la parole. Dans ton essai « Toi et moi j'y crois », qui a été écrit, je crois, largement au CHU de Nantes, Au plafond de Nantes. Au plafond de Nantes, en regardant le plafond, justement, ouais. Il y a une phrase, moi, qui m'a vraiment beaucoup marqué, que je cite souvent, du coup, parce que je me rends compte qu'elle fait du bien. C'est la suivante, je la dis un peu de mémoire. Je n'avais pas encore assez fait silence dans ma vie pour y trouver une pertinence. Alors, voilà, un homme qui est couché, pour des raisons chirurgicales, je crois, et qui reste pendant 10 mois peut-être à l'hôpital, et voilà que sa vie trouve une plus grande pertinence. Qu'est-ce à dire? Oui, alors là, c'est vraiment une expérience que je recommande à tout le monde. Passez pas 10 mois sur un lit, mais je vais vous donner les recettes, une recette importante. Pendant 42 ans, je m'étais agité et je m'étais perdu. Et nous nous perdons dans notre société, soyons clairs. Sinon, on ne serait pas dans l'impasse dans laquelle nous sommes. Il y a un problème. Faites silence. Alors, 10 mois au plafond, je suis un peu lent, moi, vous savez, il faut 10 mois. Mais vous pouvez l'acquérir plus rapidement. Qu'est-ce que vous trouvez au plafond? Vous vous trouvez vous-même. Pas celui qu'on a fabriqué, pas celui que la société demande, le performant, le beau, le jeune, etc. Non, vous, dans votre mystère,
C'est là où on retrouve le mystère de la création, au-delà des mots. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il y a. quand on travaille, je pense, la Montraille Alliance Vita sur des sujets liés à l'avenir de l'humanité, beaucoup de scientifiques promettent des miracles pour les personnes tétraplégiques, par exemple. Certains souhaitent commencer à implanter des puces dans le cerveau pour essayer de provoquer, de permettre la mobilisation d'un exosquelette à servir à la pensée, etc. Bon, moi qui je ne suis pas directement concerné, je me disais pourquoi pas, mais qu'est-ce que toi tu en penses de ça? Est-ce que c'est un espoir fou? Est-ce que c'est des illusions? Comment tu te positionnes par rapport à ces propos? D'un point de vue technique, ils sont au point. Ils sont prêts à opérer. On me l'a proposé. Et j'ai réfléchi. J'ai dit, écoutez, non, je ne crois pas que je vais accepter l'offre. C'est pas le fait qu'on mette quelque chose dans le cerveau qui va lire les instructions dans le cerveau pour bouger le bras ou le pied. C'est pas ça qui me gêne. C'est que vous allez me mettre dans un exosquelette et que je vais avoir l'air d'un martien. Donc vous allez me donner mon autonomie, c'est très gentil à vous. On sent beaucoup que la communauté scientifique veut donner de l'autonomie. Et c'est pas ce que je demande. Moi je demande d'être en relation. Je demande d'être inclus dans la société. Et de me mettre dans un bibendum, on va me mettre dans un coin. Moi j'en veux pas. Par contre, un autre professeur m'a dit, si je vous redonne la sensibilité, en faisant des greffes de cellules, vous allez pouvoir retrouver le mouvement et toucher. Je dis, c'est exactement ce que je demande. Pouvoir reprendre les miens dans les bras, pouvoir toucher, de pouvoir être avec les autres et être en sensation avec les autres. Donc la science parfois se trompe. Il faudrait demander un peu aux utilisateurs futurs s'ils sont d'accord avec ce qu'on leur propose. Je pense qu'on gaspille beaucoup d'argent et d'énergie sur des voies qui ne sont pas les meilleures pour le respect de l'intégrité de l'homme. C'est drôle parce qu'en écoutant cette façon de discriminer deux types d'innovation, je pensais au transhumanisme, parce que le transhumanisme finalement va assez dans le sens de l'exosquelette. Il s'agit même de proposer aux hommes d'être des surhommes, plus performants, plus forts, invulnérables. Il ne s'agit pas seulement de réparer, il s'agit d'augmenter. Et on entend que la revendication, entre guillemets, la demande, l'attente de... Ton attente, ça serait plutôt de retrouver éventuellement toutes ces sensations qui sont perdues. C'est donc du côté de l'humanité plus. C'est d'être dans ma condition humaine, partagée, pas d'être au-dessus ou différent. Lorsqu'on a parlé déjà ensemble du temps, il y a le mot de sobriété qui est arrivé à un moment de la conversation. Et moi j'évoquais des moments où dans ma vie j'ai été comme coincé à un endroit pendant un temps. Et je me suis rendu compte a posteriori qu'étant coincé dans cet endroit, j'avais vécu des choses beaucoup plus fortes et que je n'avais pas su reproduire après quand je suis dans l'agitation. Est-ce que c'est ça la sobriété d'une vie, d'une personne qui a cette incapacité de bouger? Oui, la sobriété dans mon silence, dans mon immobilité, c'est d'être en vérité. Enfin, libéré de toutes les contraintes du cinéma ou du résultat ou de la performance. Donc cette sobriété, c'est d'être simplement soi-même. Et quel luxe d'être en sobriété. Et en même temps, c'est une réponse dans les difficultés de notre monde, de retrouver la sobriété qui nous éviterait ce gaspillage et ce non-respect de ce qui est rare. Donc soyons sobres. En étant sobre, on vit mieux, dans la joie, et on sauve les générations à venir. Alors, dernière question, Philippe. Il y a des milliers de personnes qui nous entendent. Après tout ce qu'on s'est dit, quel conseil, je ne dis pas une recette, mais quel conseil tu donnerais aux personnes pour qu'ils puissent se donner du temps? J'aurais tendance à dire que je ne donnerais pas de conseil, mais plutôt une petite recette, si tu veux bien. Ah, très bien. C'est comme pour la cuisine. 15 minutes, vous laissez chauffer. Ben, ce n'est pas 15 minutes, vous laissez chauffer, c'est 15 minutes, vous débranchez. Vous arrêtez. Allongez-vous si vous voulez, faites ce que vous voulez. Et 15 minutes par jour, faites silence. Arrêtez de bouger. Arrêtez de faire du bruit pour vous distraire. Ne soyez plus dans le mouvement et la distraction. Soyez vous-même à respirer en profondeur.
Et à partir de là, vous allez apprécier la journée, la relation à l'autre. Vous allez découvrir que cette pause Pozzo, comme l'appelle ma dernière petite fille, la pause Pozzo, vous remet dans le circuit, mais beaucoup plus intensément qu'avant. Mais avec plus de sens qu'avant. C'est dans ce sens-là que je parle d'intensément. Le sens. Ça vaut le coup de... Ces 15 minutes sont bien investis, diraient les patrons d'entreprise, vous voyez. Merci. Merci à toi. Filippo Zodi-Borgo qui nous invite chacun d'entre nous à prendre 15 minutes en silence chaque jour. En silence, c'est-à-dire sans bruit, à se taire et à ne faire rien d'autre finalement que de se concentrer sur soi-même, sur sa vie. J'ai noté quelques phrases comme à chaque fois, apprendre à s'arrêter et à se taire. C'est justement ce que nous venons de dire. Également une invitation à faire l'expérience du plafond, comme il le dit lui-même. Et que sa plus grande demande, et là il est quand même très clair, c'est d'être en relation. C'est vraiment sa demande la plus profonde. Je vous propose maintenant un petit exercice, deuxième exercice de la soirée, à plusieurs cette fois-ci. On va afficher les questions sur les écrans. Avez-vous souvenir d'une décision pour laquelle vous avez dû prendre du recul, vous mettre à l'écart pour discerner? Prendre du temps, quel bienfait cela vous a-t-il apporté? Quelle erreur cela vous a-t-il permis d'éviter? Et je vous propose qu'on prenne plutôt 5 minutes. Voilà, à plusieurs avec vos voisins pour partager sur ces quelques questions. C'est à vous. Oui, Marie. Tu l'as marqué? Ouais. Tarbes. Ah oui, Tarbes, c'est alors ça, je sais pas. Si, Charleville-Mézières. À prendre du recul, à discerner. Je vous invite à vous concentrer de nouveau. Nous allons poursuivre notre soirée avec la dernière intervention de cette première partie. Merci de votre attention.
pour cette dernière intervention sur la question toujours du temps. Nous sommes pendant ces 4 lundis autour de cette question du temps. Que faire du temps? Je vous demande d'accueillir Tugdual Derville. Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita. Bonjour, bienvenue à vous. Merci de votre présence ce soir qui va nous parler de l'urgence du temps long. Tugdual Derville. Bonsoir à tous. Cette dernière intervention de la soirée vise à partager un petit peu le savoir-faire d'Alliance Vita et pour que vous puissiez le prendre à votre compte si vous voulez. Et quels sont nos grands principes d'action que vous pourriez décliner personnellement pour être dans ce temps long qui est aussi une urgence. Premièrement, repérer les mutations de la société. Vous avez eu un exemple très précis avec Caroline Roux lorsqu'elle a évoqué la situation de cette personne qui a pu retrouver son, entre guillemets, géniteur alors qu'elle avait la vie grâce à un don anonyme de gamètes. Quand on repère cette mutation, c'est une véritable rupture. Désormais, l'anonymat du don de gamètes, et il y a 15 jours qu'on a appris cette nouvelle, l'anonymat du don de gamètes, rétroactivement peut être aboli. C'est quand même stupéfiant, ça change beaucoup la donne. Et donc, nous devons repérer que cet anonymat qu'on avait promis aux donneurs et peut-être aux parents demandeurs, eh bien, désormais est peut-être effaçable grâce aux tests génétiques qui permettent de retrouver sa généalogie. Et ça change, c'est vraiment une bombe dans le landerneau français qui consacre l'anonymat. Évolution plus lente dont on a déjà parlé, est-ce que vous avez remarqué à quel point, petit à petit, la France s'interroge sur son eugénisme? Pas seulement nous ici, mais à chaque fois que je suis confronté dans des débats à Israël Nizan, le professeur Mattei, Didier Sicard, qui est le premier d'ailleurs en tant que président du comité d'éthique, a pu dire « La France est l'un des pays au monde qui flirte le plus avec l'eugénisme ». Et donc les sujets liés au handicap qui étaient comme des cas limites qu'on nous assénait il y a 20 ans, maintenant sont devenus une épine dans la conscience de notre nation et on peut aborder ce sujet, donc la pensée a évolué. Repérer les mutations. Deuxième principe d'action, décrypter les débats. Dans mon livre « La bataille de l'euthanasie », j'ai essayé de montrer qu'il y avait souvent, dans les situations, notamment les faits divers très emblématiques qui nous sautent aux oreilles et aux yeux, 4 temps. Il y a un premier temps qui est le temps de l'émotion audiovisuelle, où tout et n'importe quoi est dit comme un tsunami d'émotions qui emporte l'adhésion des personnes si elles n'y prennent pas garde, avec beaucoup de mensonges. Et j'ai noté par exemple sur la douloureuse affaire de Chantal Sébir, vous savez, cette femme qui vivait avec un esthésio-neuroblastome, un cancer des sinus très, très impressionnant, et elle disait « je suis allergique à la morphine ». Et tout le monde le redisait dans les médias audiovisuels. Et ensuite la presse écrite, deuxième temps, la presse écrite qui prend plus de recul, ou les livres que personne ne lit pratiquement. Et où on peut entendre qu'au fond, elle n'était pas, Chantal Sébir, allergique à la morphine. Elle ne voulait pas de morphine. Elle était réticente à la morphine. Elle avait refusé toutes les interventions chirurgicales et tous les soins palliatifs antidouleurs qu'on lui proposait. Évidemment, quand on voit sous cet angle, on se dit que cette femme qui souffrait bien sûr beaucoup, moralement et physiquement aussi, eh bien, n'avait pas exactement dit aux Français la vérité lorsqu'elle a demandé cette euthanasie. Le temps de la presse écrite, et ensuite il y a le temps de la justice. Souvent des mois, voire des années après. Et là, les magistrats professionnels travaillent à fond et on voit remonter des choses, des données qui transforment complètement ce qui avait été dit et cru auparavant. Et quatrième temps, le temps des politiques. Comment font les politiques? Suivant leurs convictions, soit ils réagissent avec prudence, on ne légifère pas sous le coup de l'émotion, on ne légifère pas à partir de cas particuliers ou à partir d'exceptions. Soit parce qu'ils aimeraient pousser le bouchon, casser la digue, ils réagissent dans l'action, dans le temps audiovisuel pour essayer de casser la digue qui résistait jusqu'alors, par exemple sur le sujet de l'euthanasie. C'est très important qu'on prenne conscience avec recul sur tous ces sujets, qu'on essaie de comprendre dans le temps long ces affaires qui souvent imprègnent au présent d'une manière exagérée. Troisième principe d'action, lancer des alertes. Voilà, il faut avoir un coup d'avance. Alors, je me permets de lancer ici une alerte, mais elle est peut-être déjà parvenue jusqu'à vos oreilles, à propos de l'antispécisme. L'antispécisme, c'est-à-dire l'idée que l'homme serait un animal comme les autres, voire un parasite de la nature, dont la terre se passerait bien, qui finalement ne vaut pas plus qu'un animal, eh bien cette idée est en train de se répandre dans notre société de manière extrêmement forte,
à la fois sur le plan de mouvement de pensée, sur le plan même juridique dans certains cas, et avec le risque qu'on aboutisse finalement à un homme, une humanité coincée entre les animaux et les robots, qui finalement ne sait plus bien quelle est sa souveraineté par rapport à l'animal et par rapport au robot, ce qui est un autre sujet. Voilà, je vous enjoins à écouter du coin de l'oreille tout ce qui se dit sur les animaux ces derniers temps, et pour pouvoir bien sûr ne pas consentir à des maltraitances injustes vis-à-vis des animaux, en raison de notre dignité humaine, mais par contre de bien repérer la manière dont l'homme est dévalorisé et de pouvoir par conséquent le défendre et défendre sa souveraineté. Ce que d'ailleurs les naturalistes font bien, ce que les paysans font bien aussi quand ils savent la juste hiérarchie entre le rat, qui envahit paraît-il Paris en ce moment, et l'homme. Quatrième principe d'action, investir les lieux de pensée, les lieux où l'on pense. Là, Caroline Rouve revient de Madrid où elle a participé à un colloque sur la fin de vie. Nous étions tout à l'heure, Henri de Sauce et moi-même, auditionnés au CESE, Conseil économique, environnemental et social, ou social et environnemental, pardon, sur la question de la fin de vie. Et nous essayons d'être là où les choses se réfléchissent, par anticipation, de ne pas se laisser finalement abuser par ce qui nous tombe dessus sans qu'on l'ait prévu. Et pour nous tous, ça veut dire ne pas déserter les lieux où s'élabore la pensée, ne pas déserter les ordres de nos professions, les groupes, les conseils municipaux, les commissions. Essayez d'être là où les gens réfléchissent, pour que la pensée s'élabore aussi avec nous, c'est-à-dire dans un retour au réel. La dialectique qu'a évoquée Blanche Trèbe l'autre jour, la réponse à la dialectique, c'est de revenir au réel, de revenir à la réalité. La question nous est assénée de savoir s'il faut ouvrir, entre guillemets, une PMA pour toutes, qui est une demande extrêmement marginale et extrêmement transgressive. Et nous disons non, l'enjeu majeur du débat de cette année, si on veut aborder la question de l'infertilité, c'est l'infertilité. Pourquoi l'infertilité ? Pourquoi à cause de questions environnementales, sociales, de comportement, de maternité trop tardive, ce que les experts reconnaissent. Et donc de mettre le sujet du réel là où on veut nous imposer des revendications largement idéologiques. Cinquième mode d'action, tenir. Tenir, ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. Alors, on ne va pas annoncer le futur, ça serait de la toute-puissance. Le clonage a failli être légalisé dans nos pays jusqu'à ce que le savant Wang, le sud-coréen, vous vous souvenez peut-être, en 2005, soit convaincu, qui avait prétendu cloner un premier embryon humain, soit convaincu de fraude. Et il est tombé de son piédestal, et puis depuis, il y a eu d'autres découvertes. Et finalement, le clonage humain, y compris qu'on prétendait à tort thérapeutique, et finalement, c'est progressivement éloigné, même si certains bien sûr, sont encore tentés par ce procédé de copie, entre guillemets, de l'être humain. Et donc, lorsqu'on tient le choc, et nous avions à l'époque dénoncé la tentative d'un gouvernement français de légaliser le clonage en changeant son nom, eh bien, lorsqu'on tient le choc pendant des mois et des années, parfois, ce qui semblait inéluctable n'advient pas. Dernier mode d'action, ou dernier principe, mais qui nous concerne tous, s'enraciner. Face aux tempêtes du monde, nous avons besoin d'agir au plus près des personnes. Et c'est ce qui nous nourrit, nous, Alliance Vita, face même à la tentation de désespérance, face à certaines lois sur lesquelles on a l'impression de perdre sans cesse. Quand on est auprès des personnes, on n'a plus d'idéologie. Nous n'avons pas des convictions, je reformule ce que disait François-Xavier Bellamy, dans la tête. Nous avons dans les entrailles l'amour de la vérité et que nous puisons auprès des personnes. Nos services d'aide sont comme des refuges anthropologiques. Et je pense que nous avons tous besoin d'agir dans des refuges anthropologiques pour que la vie y soit protégée. Et alors, la consolation de cette action vient. En conclusion, résister, c'est une urgence au présent. Construire, c'est une exigence de long terme. Et face à la convergence des idéologies scientistes, matérialistes, du féminisme ultra, de l'antispécisme que j'évoquais tout à l'heure, qui aboutit à cette perspective du transhumanisme, eh bien nous avons à construire une société d'écologie humaine. L'écologie humaine, elle prend en compte que l'homme est interdépendant, qu'il a besoin de relations, qu'il est vulnérable. Van Potter, qui est l'inventeur du mot bioéthique, avait une vision élargie de la bioéthique. Une bioéthique qui était non seulement ouverte aux questions anthropologiques du respect ou pas de la vie humaine, mais ouverte aux questions sociales et ouverte aussi aux questions environnementales. L'homme pris comme un élément de la création. Et cette vision élargie de la bioéthique, qui intègre tout l'homme et tous les hommes dans son écosystème, va peut-être nous aider à ouvrir de nouvelles pistes à long terme, et c'est peut-être notre urgence. Enfin, rien de grand ne se fait sans le temps.
Et donc, peut-être que nous agissons à l'échelle d'une génération entière. Peut-être que c'est les générations suivantes qui pourront récolter ce que nous avons semé ou rallumer le feu que nous avons essayé de conserver. Et par conséquent, notre immense joie, c'est effectivement de nous inscrire dans l'urgence du temps long parce que nous servons les générations futures. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tugdual d'Herville. Merci beaucoup. Rien de grand ne se fait sans le temps. Je vous rappelle les 5 points proposés par Tugdual d'Herville. Repérer les mutations, décrypter les débats, lancer des alertes, investir les lieux de pensée et tenir. S'enraciner. Et s'enraciner. Tenir et s'enraciner. Comme le chêne. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Merci beaucoup pour ceux d'entre nous qui allons continuer avec des invités locaux. Quelques annonces avant de nous quitter. Tout d'abord, parmi les témoins locaux, dans différentes villes qui accueillent des témoins locaux, il y a des médecins, il y a des infirmiers, des professeurs de philosophie notamment, des personnes porteuses de handicap également, ou des parents de personnes porteuses de handicap, des responsables de foyers, également des membres d'équipe d'Alliance Vita. Nous les remercions d'intervenir localement. Vous êtes nombreux à nous demander comment faire pour aider cette culture de vie, comment s'engager. Nous vous proposons 3 moyens auxquels on a réfléchi. Ces 3 moyens vont être affichés sur les écrans. Voilà, 3 propositions concrètes pour vous engager. Tout d'abord, évidemment, signer la pétition qui est adressée au président de la République pour vraiment contrer la possibilité de la marchandisation du corps. Cette pétition se trouve sur le site alliancevita.org, voilà, pour se positionner contre le marché de la procréation. Je vous invite vraiment à la signer et à faire signer autour de vous, évidemment. Deuxièmement, de devenir témoin. Peut-être que certains d'entre vous se sentent appelés, ont vraiment ce désir de pouvoir témoigner. Témoigner du choix qu'ils ont fait et qu'ils font de protéger la vie et de servir cette vie et cette dignité humaine, que vous soyez individuel, que vous soyez en couple, soignant ou autre, confronté au handicap, à l'infertilité ou à toutes les questions de fin de vie. Pour témoigner, c'est donc un appel à témoins que nous faisons. Je vous invite à écrire à témoins@alliancevita.org, voilà, qui est affiché sur vos écrans. Donc c'est vraiment un appel à témoins pour proposer des témoignages qui viennent équilibrer ce débat qui est trop souvent monopolisé par l'expression de revendications transgressives. Et vous le savez très bien, dans les médias, on le voit beaucoup. Enfin, 3e proposition, on l'a déjà dit de nombreuses fois, participer aux états généraux de la bioéthique dans vos régions, à Paris, partout en région. Alors évidemment, c'est réservé à la France. Sachez qu'il y a des espaces éthiques qui proposent ces états généraux dans chacune des régions. Je vous invite évidemment, c'est le lieu des universités de la vie, à vous former avant de pouvoir prendre la parole, d'où l'intérêt de pouvoir aller notamment sur le site Alliance Vita ou universitédelavie.fr où vous avez vraiment des informations complémentaires et des lieux de formation. Vous pouvez retrouver également les vidéos sur le site. Enfin, je termine par cet appel à dons. Pourquoi ? Parce que Alliance Vita, en particulier cette année, avec les États généraux de la bioéthique et en octobre, en tout cas pour l'automne, la révision des lois de bioéthique, eh bien, ça demande beaucoup de travail pour Alliance Vita. C'est de la formation, comme vous le savez, c'est également le décryptage des débats avec le décadeur bioéthique. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire à la newsletter d'Alliance Vita. Vous avez chaque semaine, chaque vendredi, une revue de presse également que vous recevez pour faire le point sur les lois et l'actualité bioéthique.
Et pour ce faire, nous avons besoin de votre générosité. Alliance Vita ne vit que de dons, nous n'avons pas de subventions. C'est la raison pour laquelle je le tiens dans mes doigts. On vous a déposé sur les chaises ce petit document qui est un appel à dons. Et vraiment, je vous remercie de votre générosité. C'est très important que nous puissions avoir votre soutien pour continuer notre travail. Je vous propose, pour terminer cette première partie, une vidéo de présentation d'Alliance Vita qui reprend tous les éléments que je viens de vous dire à l'oral, afin de prendre le temps de préparer la table ronde pour la deuxième partie. Merci beaucoup. Voilà, Xavier Mirabel, Caroline Roux et Martin Stephens qui nous rejoignent pour cette table ronde. Alors j'ai une première question de Paris. Les vidéos des interviews sont-elles disponibles sur Internet? Oui, absolument. Elles sont, alors pas toutes, elles ne sont pas toutes disponibles. En tout cas, vous pouvez les retrouver, certaines d'entre elles, sur le site, comme je disais tout à l'heure, universitédelavie.fr et sur le YouTube d'Alliance Vita, évidemment. Une question pour chacun d'entre vous, une question d'Albertville. Ah oui, il manque les micros. Ça peut servir. Comment vivre et accepter les temps de souffrance? Comment accompagner quelqu'un qui souffre? Alors je vous invite chacun à répondre à cette question. Comment vivre et accepter les temps de souffrance? Comment accompagner quelqu'un qui souffre? Je commence. Je pense que une des premières clés, c'est l'écoute. Parce que s'il n'y a pas d'écoute, ça va être compliqué, quoi. Donc la disponibilité à l'autre, le fait de donner du temps, le fait d'être dans une situation où on est prêt à entendre ce qu'il a à nous dire, de l'aider à s'exprimer, etc., c'est vraiment crucial. C'est vrai pour le soignant, mais c'est vrai pour toute personne qui est au contact d'une personne souffrante. Parce que la deuxième étape, sans doute, pour aider, pour accompagner, c'est d'oser des paroles qui font du bien, une parole qui console, une parole qui libère, une parole... Et ça ne peut se faire qu'avec beaucoup de prudence, en prenant son temps. Donc c'est probablement les deux clés les plus essentielles. Après, le soignant, il a aussi envie d'agir, quoi.
Moi, j'ai été formé à agir, et celui qui souffre, on va peut-être, avant d'écouter des fois, mais en même temps, soulager la douleur physiquement, matériellement, par des médicaments si on peut. Donc il y a aussi ce besoin, voilà, très concrètement, qu'est-ce que je peux poser comme acte. Mais voilà, écoute et parole. Donc l'écoute, je suis d'accord. Après, tout dépend de ce que ça veut dire la souffrance. Est-ce que c'est une souffrance physique, une souffrance existentielle dans cette écoute, je pense qu'il faut laisser les gens vraiment se déployer. Nous, on le voit dans nos services d'écoute, et ne pas les abreuver de paroles, de conseils. On a parlé tout au long déjà la dernière fois, mais je crois que c'est clé. Et puis... laisser l'autre libre, je pense que c'est vraiment important. Et l'autre est l'autre. Nous ne sommes pas l'autre. Donc on peut se laisser toucher par la souffrance, pleurer avec ceux qui pleurent, mais c'est la personne qui a la solution en elle-même. Et ça, c'est très important. Et c'est en l'écoutant en profondeur qu'on va l'aider à élargir sa réflexion pour qu'elle nous guide pour savoir qu'est-ce qui peut lui faire du bien, quelle serait la bonne décision pour elle. Oui, moi je pourrais partager ce qu'en philosophie on appelle un paradoxe, c'est celui de la consolation. Il y a un paradoxe de la consolation, c'est que si l'on veut que notre consolation soit efficace, on ne va pas être présent à la personne qu'on veut consoler. On va s'y consoler, c'est redonner un sol à quelqu'un. On ne peut pas lui redonner un sol en étant par le haut. Et d'ailleurs, quand on est par le haut, on va lui dire « t'inquiète pas, c'est rien, ça va passer », etc. Toute chose que quand on est désolé, c'est-à-dire sans sol, on ne peut pas recevoir. Mais on ne peut pas non plus s'abîmer avec l'autre. Il faut le rejoindre là où il est, pas le consoler d'en haut, mais sans s'abîmer avec lui. Et je crois qu'en réalité, je vais vous confier ça rapidement, mais c'est ma réflexion sur ce qu'est la consolation. En réalité, la consolation, c'est se rendre compte, en effet, comme l'a dit Caroline, qu'on n'a pas forcément accès à la souffrance de l'autre, parce on n'est pas sur le même sol, sur le même étage, mais que, en réalité, sans doute, lui non plus n'a pas accès à sa souffrance. Lui non plus n'a pas accès à son malheur, parce qu'être dans le malheur, c'est n'avoir plus accès à soi. Et précisément, demeurer auprès de quelqu'un sans avoir accès à ce qu'il vit, demeurer auprès de quelqu'un sans avoir accès à ce qu'il vit, c'est l'inviter lui-même à demeurer auprès de sa vie, alors que lui-même, actuellement, en est dépourvu. Et du coup, là, vous avez une consolation qui, en réalité, advient quand on sait que l'autre est inconsolable, mais que ça n'empêche pas qu'on va être à ses côtés. Merci à chacun. Une question pour Xavier Mirabel, de Mulhouse. Quelle frontière entre sédation et sédation profonde? Et euthanasie, je rajoute. Ce qu'on entend par la sédation profonde, c'est une sédation définitive, quoi. Sédation qui n'est pas accompagnée d'un prendre soin, en particulier d'alimentation et d'hydratation. C'est une manipulation de la sédation qui est un principe au départ acceptable, légitime dans l'exercice des soins palliatifs. Donc cette sédation terminale qui est voulue par certains est tout autre chose que la sédation pratiquée avec prudence par les soignants. Voilà. C'est une intention euthanasique, l'intention de provoquer la mort. Il y a aujourd'hui effectivement une très grave inquiétude et une très grave dérive sur ces questions. Voilà. Et au fond, la dernière loi sur la fin de vie aboutit à remettre en cause profondément l'expérience des soignants qui avaient une pratique prudente et ajustée de la sédation. Et aujourd'hui, on voit des familles qui demandent des sédations avec beaucoup d'insistance. Voilà. On est en train de vivre donc une bascule qui est extrêmement préoccupante. Caroline, peut-être rebondir, ou un exemple peut-être dans les services d'écoute ou... Mais en fait, la différence, la sédation, pour rappeler à ceux qui ne savent pas très bien, c'est à un moment, on va baisser la vigilance des personnes quand il y a des souffrances réfractaires et qu'on n'arrive pas à soulager. Mais c'est un geste très grave parce que la personne n'a plus sa conscience. Donc, ce qu'on voit dans les services, chez les médecins, c'est qu'ils vont le faire de manière intermittente. Et quand on décide, c'est vraiment dans des cas très exceptionnels qu'on va décider une sédation profonde et continue jusqu'au décès.
Et donc tout va dépendre de l'intention en fait. Et or il y a des fins de vie qui peuvent être extrêmement douloureuses, des étouffements, etc. Mais voilà, donc ça c'était déjà permis. La bascule qui se fait avec la nouvelle loi qu'on a, c'est que ça devient un droit du patient, même si c'est encadré. Et là, le médecin devient à ce moment-là forme de prestataire de service à ce moment-là. Oui. Alors, en fait, il y a une nouvelle injonction du bien mourir. Voilà. Aujourd'hui, bien mourir, c'est mourir endormi, en silence et sans gêner. Et sans exprimer les angoisses, les peurs, etc., que peuvent traverser des personnes en fin de vie. Et donc, la sédation devient la nouvelle norme, au fond. Hein, et elle est revendiquée par beaucoup comme ça. Voilà. Et on le voit dans les... Pardon, je rajoute, pour avoir été pas mal justement dans le colloque où j'étais à Madrid au Parlement espagnol, on a parlé de cette sédation dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie. Les sédations profondes et continues sont très, très élevées en nombre. Et d'ailleurs, il y a eu des indications au Collège royal néerlandais de médecine en disant il y a vraiment trop de sédations profondes. Donc ça s'assimilait aussi à des formes d'euthanasie. Une question de Paris pour Martin Stephens. Si la mort n'est pas seulement la fin de la vie, alors comment dans l'épreuve pouvons-nous trouver du sens à la préparation de la réception de cette mort? Car préparer cette mort, n'est-ce pas déjà perdre sa vie? Alors si la mort n'est pas seulement la fin de la vie, c'est-à-dire peut-être que, si j'ai bien compris la question, que la mort peut être alors je ne sais pas, est-ce que le temps de la mort est plus que le temps qui vient achever cette vie? Et du coup, oui, en effet, comment préparer? Comment préparer? Alors, c'est un peu compliqué parce que peut-être qu'on ne peut pas plus préparer notre mort qu'on ne prépare sa propre naissance. C'est-à-dire que là, on est, Alliance Vita s'occupe, comme vous avez vu dans la publicité, à la fois du temps du début, à la fois du temps de la fin. Et c'est pas une préparation comme on va se préparer, comme on va agencer tel ou tel projet au cœur de notre vie. Là, la naissance, c'est ce premier moment où on a été mis au monde en étant d'abord dessaisi de soi. Et la mort, ce sera quitter le monde en étant en même temps en faisant l'offrande parfaite de sa vie, car on ne pourra plus la retenir et nous en dessaisirons aussi. Alors, est-ce que ça se prépare? C'est une bonne question. Je crois que, en réalité, la meilleure façon de s'y préparer, à nous qui sommes en vie, à nous qui sommes des vivants, à ANT, au participe présent, eh bien, c'est de prendre soin de cette vie précisément qu'à la fin, ne pouvant plus la retenir, eh bien, on offrira. C'est-à-dire que je crois que ce que nous invite à penser la mort, c'est deux choses. C'est une urgence paisible. Une urgence car on n'a qu'une vie, c'est celle-là. Même si l'on croit en l'au-delà, il ne faut surtout pas que ça soit un prétexte pour ne pas, dans cette vie, faire tout ce qu'on peut pour être l'homme qu'on est. Donc, on n'a qu'une vie, mais peut-être, et là c'est ma conviction profonde, cette vie-là, finalement, elle est éternelle, on l'offrira. Donc c'est poser maintenant les actes qu'on voudra à la fin pouvoir offrir quand notre main ne pourra plus retenir notre vie. Et donc j'ai envie de dire, préparer la mort, c'est avant tout habiter le mieux possible cette vie. Xavier, vous voulez rebondir sur préparer cette mort, n'est-ce pas déjà perdre sa vie? Voilà, non, je ne sais plus trop quoi dire, mais... Préparer sa mort. Ouais. Je pense quand même qu'il y a un droit fondamental du patient, c'est d'être informé que la mort s'approche. C'est vachement important. Et il arrive souvent qu'on soit dans des mensonges du non-dit, etc. Et puis, hop, sédation, quoi, et terminé. Et donc, que même si cette vision de la mort qui s'approche a quelque chose de douloureux, faire comme un principe que nous ne l'ayons plus, cette vision, je pense que ça pose un problème très sérieux. Caroline, quelles sont les solutions possibles pour les embryons surnuméraires de parents qui auraient pris conscience des enjeux bioéthiques liés à leur situation après une PMA? Une question de Charleville-Mézières. Alors pour les parents, ils peuvent transférer les embryons dans l'utérus, voilà, les mettre au monde.
Mais plus globalement, cette question pose, c'est vrai que si on se retrouve avec 6, 7, 8, 9, 10 embryons, on est actuellement dans une véritable impasse. Alors nous, à Vita, on a demandé un moratoire sur la congélation des embryons et on a dit, tant qu'il n'y a pas ça, et après on réfléchira pour aller plus loin. Donc ce qui est injuste et inhumain quelque part, même si ça reste humain, mais c'est de les avoir figés dans le temps, congelés, arrêtés. Il y a une espèce d'acharnement sur les embryons par la congélation qui est absolument injuste. Alors après, quoi en faire ? Est-ce qu'on s'acharne ? Est-ce que c'est la vie à tout prix ? Vous voyez, avec tous ces... Mais ça, c'est... On est dans... voilà, quand on est dans un juste, je ne sais pas comment en philosophie on s'en sort, mais voilà. Donc d'abord, nous demandons d'arrêter cette congélation. Et concrètement, vous auriez une réponse ? Que faire de ces embryons congelés ? Mais qu'est-ce qu'on fait des choses qu'on n'a pas demandées, en fait ? C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc, une des solutions, c'est quand même considérer qu'il y a un acharnement sur ces embryons et pouvoir les laisser aller, comme on pourrait le rapprocher de la fin de vie, d'arrêter de s'acharner et de laisser les choses se faire. Voilà, mais je peux dire, en disant ça, ça peut choquer certaines personnes. Il n'y a pas de réponse idéale. On peut essayer. On a rencontré des médecins de la procréation et ils nous disaient que c'est vrai que penser qu'on détruit les embryons quand ils ont des stocks d'embryons dans chaque unité, dans des cliniques, ils sont mal à l'aise. Quand ils ne savent plus quoi en faire, parce que les parents ne répondent pas, parce qu'ils sentent bien que c'est quand même la vie humaine. Donc c'est pas si simple non plus de les détruire. Et c'est là on s'est mis devant une impasse, je sais pas. Ouais, j'ai pas de solution, et simplement le fait qu'on se pose la question et qu'on constate que c'est un gouffre, ça renvoie en miroir à ce qu'est l'embryon, quoi, qui n'est pas rien. Et puis on pourrait dire aussi que, parce que la question que faire, elle est toujours embarrassante, et puis elle appartient un peu au paradigme technique, c'est-à-dire il y a un problème, donc il y a une solution. En réalité, la technique moderne nous montre qu'elle nous pose des problèmes qui n'ont pas de solution. Et il y a un texte d'Hannah Arendt que j'aime beaucoup, elle dit « Mais demeurer vivant, c'est demeurer intact en soi la faculté de pâtir, c'est-à-dire de souffrir, d'agir et de juger ». Et c'est pas rien qu'elle mette la faculté de souffrir en premier. Peut-être qu'il y a des mots contemporains ou des mots en général dont la première chose à faire est de s'assurer qu'on en souffre bel et bien. Et après viendra la faculté d'agir et de juger correctement. Mais peut-être dans une impasse, c'est bien déjà signaler la passe et puis s'assurer qu'on en souffre assez. Le premier état, donc, de prendre conscience déjà de cette réalité. Tout à fait. Pour vous encore, Martin, cette envie d'aller toujours plus vite ressemble à une profonde immaturité de nos sociétés. Alors, comment gagner en maturité ? On a dit tout à l'heure que les livres s'achetaient peu. Je crois qu'il y a un temps qui est un très très beau temps, c'est le temps de la lecture, parce que on peut lire en diagonale, etc. Mais vous voyez cet objet qui pèse, et puis qui, j'aime bien aussi me dire que quand on a un livre dans les mains, si on enlevait le livre, on aurait quoi ? Eh bien, des mains ouvertes comme en prière. Et c'est vrai que gagner en maturité, en maturation, cela ne se peut que si on médite, et je pense que voilà, se forcer à des temporalités qui nous creusent, on pourrait dire, eh bien c'est ça qui nous rend plus matures. Et puis, d'ailleurs, je parle de livres, mais c'est Proust qui finit La recherche du temps perdu. Vous voyez, à la recherche du temps perdu, c'était déjà aussi le problème de Proust, parce qu'il avait remarqué que l'intensité avec laquelle nous vivons notre vie, paradoxalement, nous coupe de cette vie, et que notre vie était comme pleine de clichés qui demandaient à être développés. Et quand à la fin il dit « la vraie vie, c'est la littérature », eh bien, il dit cette chose tout simple, que c'est en relisant les événements de notre passé que nous y avons enfin pour la première fois accès. Et ce qu'il appelle la littérature, c'est cette capacité de raconter sa vie et en la racontant, de l'offrir à quelqu'un. Et j'ai envie de dire, gagner en maturité, c'est aller voir les plus vieux, leur demander de raconter leur vie et soi-même la confier les uns aux autres dans l'amitié et dans la relation. Donc, lisez des livres. Une question de Fontainebleau. L'animat des dons de gamètes, côté positif, côté négatif.
Là aussi, on est dans une forme d'impasse. Parce qu'il ne suffit pas de connaître ses origines génétiques, de savoir qu'un géniteur, mais c'est là encore un continuum entre ses origines génétiques et la personne qui va nous élever. C'est ce qui est le préférable. Donc anonymat ou pas, on voit bien qu'il y a une injustice, que le don de gamètes, c'est pas comme le don d'organes. Et en même temps, la levée de l'anonymat ne va pas tout résoudre. Ça va même ouvrir des champs peut-être très, très grands. Voilà, donc c'est en elle-même la technique de procréer avec un donneur qui est problématique et qui est éthiquement vraiment très controversée. Une autre question pour vous, Caroline. Faut-il continuer le don de gamètes? Enfin, c'est la même question. Particulièrement celui des ovocytes, qui n'est pas anodin sur la santé des femmes donneuses. Il y a un problème, donc, que ce soit sperme ou ovocyte. Mais c'est vrai que le don d'ovocytes pose des questions particulières. D'abord, j'ai expliqué par tout ce que ça demande en préparation, stimulation de l'ovulation, la ponction, déjà pour la donneuse, donc ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, on manque de dons d'ovocytes parce que c'est quand même extrêmement contraignant pour le corps. Donc on va payer des jeunes Espagnoles, étudiantes, donc il faut voir déjà tout le trafic. Et puis, en fait, la grossesse aussi est problématique parce que là, il y a quelque part un corps étranger qui se rajoute chez la femme et qui peut aboutir aujourd'hui, on le sait, surtout sur des femmes un peu plus âgées, à des conséquences très graves, même pour leur vie elle-même. J'ai une question pour l'un d'entre vous de Marseille. Comment conjuguer ce temps qui nous passe inaperçu, où tout passe en vitesse, avec le besoin de notre entourage et de nos besoins à nous? Comment conjuguer, du coup, ce temps qui passe avec les besoins de notre entourage et nos besoins à nous? Philosophe. Moi, j'entends conjuguer, alors j'entends voilà, déjà comment conjuguer, peut-être à la première personne du pluriel, vous voyez, nous. C'est vrai que ce que montre le sociologue allemand Hartmut Rosa dans ses études sur l'accélération, c'est que finalement le capitalisme tenait parce qu'il avait maintenu en dehors du régime d'accélération et l'État, le monde politique, et la famille. Bon, deux temps ralentis. Or, le monde politique est rentré dans l'accélération et la famille aussi, puisque l'amour dure 3 ans, la famille 5, et puis même à l'intérieur de la famille, il y a tellement d'écrans, etc. Et donc, en effet, comment reconquérir ce nous? Comment... il viendra peut-être un temps où, finalement, quand on sera pris en famille dans les embouteillages en partant en vacances, eh bien, on se dira, si toutefois il n'y a pas autant d'écrans qu'il y a de personnes dans la voiture, c'est un temps dont nous pouvons profiter. Mais pour ça, finalement, c'est vraiment le mot conjugué qui me paraît intéressant, c'est-à-dire comment faire pour qu'il y ait et comment on peut peut-être vérifier. Vous voyez, moi, j'ai beaucoup de chance chez moi, j'ai une table ronde. Et du coup, ça me permet de vérifier parfois, en regardant mes enfants manger avec mon épouse, est-ce qu'on est un nous? Est-ce qu'on est une première personne du singulier? Ou est-ce que chacun, comme il arrive, à cause des âges extrêmement différents, entre 11 et 8 ans, il y a autant de différences, je pense, qu'entre 45 et 22 ans, eh bien, il y a chacun dans sa bulle. Et alors je me dis, tiens, un sujet de conversation qui va tout à coup inviter chacun à donner, à offrir une part de lui à tous les autres. Une question de Toulon. Le besoin grandissant de connaître ses ancêtres n'est-il pas dû à l'augmentation des naissances d'enfants ne connaissant pas leurs propres parents biologiques? Je ne pense pas que ce soit que ça. Non, c'est un mouvement dans la société, et un mouvement peut-être d'une société qui se déracine et qui a besoin de rejoindre ses racines. Et puis plus largement, ça veut dire que c'est un besoin vraiment humain important,
et qu'on ne peut pas passer sous silence en disant simplement vous pourrez avoir des enfants, c'est pas grave, oui, vous pourrez avoir des enfants avec un don. C'est un don de gamètes. C'est pas si évident parce que c'est ancré dans les personnes d'être en lien, d'être reliés avec leurs origines. Vous aviez voulu rebondir Non, mais je partage tout à fait ce point de vue. Je pense que c'est une inspiration de toujours, d'avoir un lien avec son histoire, sa famille, sa terre, etc. Enfin, de le sentir, de le palper, d'y être attaché. Et quand nos modes de procréation sont dissociés, sont bousculés par la biomédecine, eh bien, il ne faut pas s'étonner de voir des personnes qui rentrent dans une quête effrénée, définitive de leurs origines, même si ça n'enlève rien, ils le disent eux-mêmes, aux parents qui les ont portés, élevés, etc. Mais il y a quand même ce besoin, Donc c'est assez extraordinaire qu'on ait cru pouvoir le gommer en disant non, c'est rien du tout, ça va se passer, calmez-vous, c'est pas grave, etc. Non, bien sûr que non. Nous accompagnons des personnes qui confient leurs enfants à l'adoption, des parents qui ont adopté des enfants, et nous savons bien que c'est un désir sous-jacent. Et voilà, qu'il va falloir pouvoir accompagner sur cette question des origines. Mais là, on est dans un autre monde. C'est qu'on va provoquer cette rupture des origines. Donc c'est complètement différent. Alors que dans un autre cas, dans le cas de l'adoption, on va tenter de réparer des accidents de la vie. Donc voilà, on est dans un... c'est très étonnant qu'on n'ait pas écouté déjà toute cette expérience humaine qui est là pour aider des personnes qui peuvent être orphelins ou orphelines. Cet aveuglement, qui est rendu par la technique en fait. J'ai une dernière question de Paris. Quelles actions Vita prévoit pour lutter contre la PMA ? Alors j'imagine que c'est sur cette nouvelle forme de PMA qui est proposée, cette PMA pour toutes. Alors la première chose, c'est ce qu'on est en train de faire ici, c'est d'essayer d'éclairer plus largement sur ce que représente quels sont les enjeux de la procréation à partir du moment où là on va dans un étape de plus qui est d'en faire un mode de procréation comme un autre. Donc là, bien être au courant des enjeux, ne pas se laisser enfermer dans les débats, et puis les sentir, on l'a dit, les sentir au fond de vous-même, vous rendre compte de ce que ça représente. Je pense que c'est... Voilà. Donc, nous, on a fait une pétition pour, justement, on espère qu'elle va être signée par un grand nombre de personnes pour ensuite qu'on puisse la faire valoir. Et on la fera valoir auprès des différentes instances que l'on va rencontrer. Et voilà. Il y aura plein d'actions dans les mois qui viennent. Oui, je veux dire, il faut participer aux états généraux de la bioéthique, toujours revenir à la réalité, parce qu'il faut voir comment les sujets sont posés. Dans certaines régions, c'est AMP, est-ce qu'il faut AMP pour tout, voilà, en écriture inclusive? Alors que, franchement, on en a parlé ce soir, les problèmes autour de l'assistance médicale à la procréation, ils sont ailleurs. Ils sont justement sur cette prévention de l'infertilité qui est un vrai problème sanitaire aujourd'hui avec l'augmentation de l'infertilité dans notre pays. Et à Strasbourg, la question était posée comme ça, produire l'homme ou le reproduire, et à égalité. Donc vous voyez, en effet, être alerte sur la façon dont est posé le problème, c'est déjà important. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci, docteur Xavier Mirabel. Merci, Caroline Roux. Pour demain, nous sommes auditionnés à l'Académie de médecine sur cette question. Donc on fera valoir ce point de vue. Vous retrouverez du coup sur alliancevita.org, FIDActu. Merci également à vous, Martin Stephens, philosophe. Là, c'est la fin de cette troisième soirée de l'Université de la Vie 2018 sur l'urgence du temps long, l'urgence de prendre son temps. C'est vraiment cette invitation pour cette semaine. Aller doucement. Il est urgent de faire sa pause Pozzo. Merci beaucoup à chacun d'entre vous de votre présence. À la semaine prochaine, lundi prochain. Merci beaucoup.